Périple. Enzo ne revint jamais vers ses parents. En quittant l'hôpital, il rentra chez lui et appela son oncle. Ils discutèrent longuement. Claude connaissait les points de vue de son frère et de son neveu. Il n'avait jamais souhaité prendre parti. Il respectait les modes de vie de chacun. C'est pourquoi il écouta Enzo lui décrire le clash qu'il venait de vivre. Ce dernier lui exposa son désir de s'éloigner rapidement de tout ce qu'il rattachait à cette vie et à ses parents. Il regrettait de laisser Colombine, mais elle allait mieux maintenant. Il reviendrait vers elle dans quelque temps. Ils firent le point ensemble sur les chantiers en cours. Claude pouvait se débrouiller aisément avec le reste de l'équipe. Il lui donna un congé immédiat, non sans lui avoir répété qu'il le reprendrait quand il le souhaiterait. Enzo remercia chaleureusement son oncle si compréhensif. Il étala une carte du monde sur la table et, songeur, étudia la perspective qu'il anticipait depuis déjà quelques mois. Il chercha quelques adresses et autres numéros de téléphone sur Internet, nota toutes les indications importantes et rangea le précieux calepin dans la poche avant de son sac. Il rédigea un courrier pour son logeur. Les cautions suffiraient à le dédommager de sa décision soudaine. Il rassembla dans 2 grands sacs ce qui lui appartenait de ce petit studio meublé. Il choisit de prendre quelques heures de sommeil et de ne partir qu'à l'aube le lendemain matin. Très tôt et sans regret, il quitta l'immeuble puis s'engagea sur la route. Après 3 kilomètres de marche, en périphérie de la ville, il choisit un grand axe pour faire du stop. Son projet était clair. Il voulait rejoindre le sud du pays, embarquer sur un bateau à destination de l'Afrique, rejoindre une communauté humanitaire et offrir ses services. Il les aiderait à s'équiper, à fabriquer des fours solaires, et sinon il avait un brevet de secouriste. Il ne doutait pas une minute que sa bonne volonté puisse être rejetée. Et c'est tout excité qu'il monta dans la première voiture qui s'arrêta. La chance lui sourit. Il parcourut la distance avec seulement 3 chauffeurs différents. La première, pilotée par un couple très discret, l'amena jusqu'à Toulouse, où il dégota un petit hôtel bon marché pour passer sa première nuit. Le lendemain, il voyagea moins confortablement. Une guimbarde cabossée l'accueillit. À son bord, une jeune fille d'une vingtaine d'années, Léa, casquette sur la tête, des mèches rousses en bataille, un franc sourire, conduisait le drôle d'engin. Elle lui expliqua que sa voiture fêtait ses 30 bougies et qu'elle l'entretenait elle-même de son mieux. Elle avait trafiqué sa mécanique qui roulait en partie à l'huile de friture. Outre les caprices du moteur, Enzo décela l'absence d'amortisseurs sur les routes mal entretenues. Il ressentait à travers le tissu râpé les ressorts irréguliers de l'assise. La vitre arrière ne fermait plus et toute la chaleur, la pollution et le bruit pénétraient l'habitacle. Mais Enzo passa un agréable moment en compagnie de Léa. Sa fraîcheur, sa joie de vivre étaient contagieuses. Elle revenait d'une visite à ses parents et partait rejoindre son ami sur Nîmes. Ils discutèrent longuement de leur pays, des tensions, du climat. Léa et son ami vivaient simplement de leur terre. Ils avaient repris une affaire familiale tournée vers la culture de fruits biologiques. Si par le passé, le Sud constituait le paradis des cultures, les sécheresses persistantes finissaient par le rendre inhospitalier. Mais comme l'expliquait Léa en riant, ils ne pouvaient déplacer leur terre, ils n'avaient d'autre choix que l'adaptation. Ils s'orientaient dorénavant vers la production d'agrumes, d'olives, de dattes. En limitant leur charge, ils parvenaient à vivre modestement. Malgré la sympathique compagnie de la jeune conductrice, le parcours s'éternisait. Enzo réalisa qu'il allait devoir intégrer cette nouvelle façon d'appréhender la vie. Après le stress, la hâte permanente, l'obligation de résultats économiques, mais aussi le confort matériel, de nouvelles motivations l'habitaient. Alors si la voiture était spartiate, si elle roulait lentement, que le trajet n'en finissait pas, si la chaleur commençait à l'oppresser, il allait simplement donner le temps à son organisme de s'adapter. Sa destinée s'annonçait difficile, à lui qui n'avait connu que facilité et abondance. Il assumait son choix qui à présent le grisait. En route, l'univers observé ne correspondait pas à celui figé des albums photos de son enfance. Il se souvenait d'un environnement rocailleux, sauvage, d'arbustes, d'épineux, de pins, de palmiers, de roches rangées,
de maisons blanches préservées, clairsemées dans la nature. Ils découvraient un désert. La route négligée serpentait au milieu d'espaces arides, caillouteux, poussiéreux. Les collines, érodées, s'offraient, nues de toute végétation, et les roches saillaient au soleil. En plaine, de rares bosquets apportaient un peu d'ombre à quelques chèvres qui achevaient d'éradiquer les dernières pousses. Les jolies et réputées villas du sud de la France, inhabitées depuis le départ de leurs occupants, peu enclins à supporter une telle montée des températures et l'effondrement de l'activité économique, frisaient la décrépitude et dévoilaient leurs piscines assoiffées et souillées. L'hiver plagiait les étés frais d'antan. Quelques habitants s'accrochaient, bravant l'hostilité du climat. Leurs maisons se paraient d'une carapace pour mieux supporter les vagues de chaleur. Des pierres grossièrement accolées occultaient les ouvertures. Du torchis et des bardages couvraient les toitures et les façades. Des bâtisses sur le modèle marocain ou algérien germaient dans le paysage. Les terrasses craquelées et fissurées sous le poids de la sécheresse laissaient glisser une végétation rase et sauvage. L'image d'une région entretenue, très fréquentée, prisée des Français, ne collait plus à une réalité. À Nîmes, Enzo découvrit une ville fantôme. Les populations grouillantes, les encombrements massifs des véhicules dans les rues appartenaient bel et bien au passé. À 18 heures, la chaleur écrasait encore ceux qui s'aventuraient dehors. Les volets fermés contribuaient au sentiment d'isolement, de désolation. Des vitrines blanchies à la chaux, défoncées ou incendiées, affichaient de vieux panneaux « à vendre » ou « à louer ». Tout restait dans l'état de délabrement, et l'usure du temps achevait sa tâche. Les façades des résidences exhibaient de multiples et grotesques cubes de ferraille, symboles d'une époque de consommation effrénée où l'homme avait choisi de déjouer la nature. Pour remédier à son inconfort lié à la chaleur, il avait laissé fleurir partout ces engins producteurs de froid qu'on appelait climatiseurs. Comble de l'ironie, ces équipements accentuaient les canicules au sein des grandes villes du globe, tandis que la surconsommation précipitait le réchauffement climatique. Les parcs du centre-ville illustraient aussi cette dualité entre deux époques pourtant si proches. Des terrains vagues de gravillons, d'herbes sauvages succédaient aux grands espaces de vertes pelouses arrosées quotidiennement. Des bancs dégradés attendaient vainement d'improbables promeneurs face aux fontaines et aux bassins taris. Alors qu'Enzo s'étonnait de tout, Léa traversait cet environnement sinistre avec lequel elle avait grandi, sans aucun état d'âme. La métamorphose ne lui semblait pas si criante. Ils arrivèrent à la gare où Léa venait chercher Martin, son ami. En les attendant, Enzo se posa sur une terrasse de café. Malgré la chaleur, peu de citadins s'autorisaient une dépense superflue. Enzo souhaitait dédommager l'automobiliste prévenante de cette façon. Il commanda donc 3 limonades glacées et attendit quelques minutes avant de voir paraître le couple. Léa, radieuse, tenait le bras d'un grand gaillard bien charpenté. La peau burinée par le soleil, des cheveux ondulés aussi noirs que ses yeux, l'homme inspirait la sympathie. Il accueillit Enzo d'une franche poignée de main. Martin revenait d'un rendez-vous infructueux en vue d'obtenir des subventions pour leur petite exploitation. Enzo en était navré pour eux, mais le couple ne semblait pas si abattu. Léa avait obtenu une coopération inattendue de ses parents à Toulouse. Ils allaient pouvoir envisager les modifications de leur système d'irrigation. Alors qu'Enzo se levait pour prendre congé, Martin se joignit à Léa pour l'inviter à passer la nuit chez eux. À cette heure avancée, il ne pouvait plus guère espérer poursuivre sa route dans des conditions sécurisantes. Enzo accepta l'offre. Il goûta cette fois le confort de la banquette arrière, dont les ressorts n'avaient rien à envier au fauteuil de l'avant. Il profitait en plus directement de l'air poussiéreux extérieur par la vitre ouverte. Une dizaine de kilomètres en périphérie de la ville, la voiture emprunta un petit sentier de terre défoncé. Enzo se cogna la tête au plafond. Il grimaça en se frottant les cheveux, tandis que Léa lui envoyait un sourire encourageant. L'extrémité du chemin révéla une petite masure en pierre aux volets fermés. La toiture en très mauvais état s'affaissait par endroits. Un olivier à proximité lui procurait une ombre bienvenue aux heures les plus chaudes.
Descendant de voiture, Enzo se figea sur le panorama. Le mât dominait des terres sèches où quelques arbustes se défendaient entre vie et mort, une végétation à perte de vue, sinistrée. Il remarqua des arbres inédits, insolites, un genre de grands palmiers chargés de grappes de fruits. Léa et Martin, fiers de lui présenter leur territoire. « Tu vois, c'est sec, mais les palmiers dattiers produisent très bien, les oliviers aussi. Et avec nos projets de récupération d'eau, de puisement en profondeur, on va pouvoir produire encore plus de fruits. Dès l'année prochaine, j'en suis persuadée, expliquait Martin confiant. Regarde ça, c'est l'ancien puits, continua Léa en désignant une petite construction de pierre. Il est sec depuis des années, mais je sais qu'en dessous, il y a une source. Il faut juste forer un peu plus. On s'y attelle dès demain. Enzo enviait leur acharnement, leur projet. Il aurait aimé avoir une terre à défendre, à choyer, mais sans attache, il se rendrait plus utile ailleurs. Léa l'invita à l'intérieur de leur havre de paix. Une sensation de fraîcheur les accueillit en passant la lourde porte en bois. L'obscurité demanda quelques secondes à Enzo pour s'accoutumer. Léa plissa légèrement les yeux et dit « En fait, on ouvre rarement les fenêtres et les volets, juste quelques minutes de très bon matin. Dans la journée, c'est la chaleur qui entre, le soir et la nuit, ce sont les insectes. Au fait, tu t'es fait vacciner avant de quitter ton nord ?»« Vacciner? Mais contre quoi ?»« Contre le palu, bien sûr, ou la malaria, si tu préfères. Tu n'as pas entendu parler des nombreux cas que nous avions par ici? En plus, si tu veux embarquer pour l'Afrique, tu ferais bien de te renseigner. »« Oh oui, je suis partie un peu vite en fait. Je m'occupe de ça demain. » Bon, pour cette nuit, je vais te confier une moustiquaire, un baume de ma préparation à base de citron et surtout, évite de sortir après dîner. En parlant, ses yeux habitués découvraient un univers très simple. Une table et ses 4 chaises en paille, un évier dans le coin d'une cuisine dépourvue de réfrigérateur, four, électroménager, pas même une télé. Juste un vieux poste de radio, comme il en voyait dans les brocantes, posé sur un buffet. Dans un renfoncement, un divan antique s'opposait à une étagère couverte de livres. « C'est là que tu dormiras, ça te va ?»« Oui, c'est parfait. »« Par ici, il y a notre chambre, » fit Léa en tirant un rideau qui masquait un grand lit dont le fer forgé rouillait de ci de là. « Et cette porte-ci, c'est la salle de bain. » Léa s'effaça devant l'entrée. Enzo nota un vieux lavabo effondré sur son pied. La baignoire inutilisable hébergeait de multiples plantations. Devant sa mine déconcertée, Léa précisa. « En fait, on n'a plus l'eau courante ici, ni l'électricité d'ailleurs. Autrefois, il y avait tout le confort, mais les réseaux étaient vraiment mal entretenus, et un jour ça a coupé, d'abord l'eau. »« Ils n'ont pas réparé ?»« Non, les réparations étaient à notre charge, alors on a appris à vivre autrement. Idem pour l'électricité. Une grosse tempête a arraché des poteaux et cassé les lignes. Ils nous demandaient une fortune, alors nous avons renoncé. On a posé des panneaux photovoltaïques derrière, je te les montrerai en sortant. Les batteries sont au cellier, et avec ça on arrive à faire pas mal de choses, cuisine ou éclairage. » « Mais pour l'eau, vous faites comment ?»« C'est bien le plus gros problème, soupira Léa, et pas seulement pour l'exploitation. Avant, on puisait là-haut. » Léa désignait la montagne derrière la maison. « Nos besoins réclamaient plusieurs tours de voiture par mois. Puis la rivière s'est asséchée. C'est pour ça qu'on a hâte de récupérer l'eau en forant. Nous sommes en fin de réserve. Alors je comprends que tu meurs d'envie de te doucher. Malheureusement, je vais t'imposer un effort. Quand on manque vraiment d'eau, on se frictionne avec des feuilles. Ça dépoussière et retire la transpiration. Bon, ça ne te donne pas l'impression de fraîcheur, mais c'est comme ça, pas le choix. T'inquiète pas pour ça, je suis prêt intellectuellement. Pour les toilettes, pas d'eau non plus forcément. Elles fonctionnent avec des déchets organiques séchés. » Et Léa continua la visite du domaine. Enzo, réservé devant l'enthousiasme de son hôtesse, se demandait comment ils envisageaient de survivre dans ce milieu hostile et comprenait ceux qui avaient fui. Mais il apprendrait. Des hommes vivaient depuis toujours en zone plus ou moins inhospitalière. Il lui fallait juste s'adapter. Il en avait la volonté. Léa l'abandonna à sa promenade. Elle avait 2 convives à sustenter. Enzo rejoignit Martin qui soignait ses arbustes. Ensemble, ils cueillirent quelques olives, les premières dates. Enzo se sentait bien, en phase avec la nature. De retour au mât,
Humant le repas concocté par Léa, ils dressèrent la table à l'extérieur. La chaleur devenait supportable sans les rayons incisifs du soleil. Léa leur servit une salade de tomates avec des morceaux de fromage de chèvre. Ne consommant que rarement de la viande, ils firent fête aux moutons qu'elle avait ramenés en plus des légumes. Ses parents tenaient vivement à faire profiter leur fille et son amie de l'animal élevé et abattu par leurs soins. La viande émincée, cuite à l'étouffée avec vin et épices, accompagnée de riz brun et de galettes de farine complète, cajola leurs papilles. Enzo savourait le dépaysement, déjà au bout du monde. Tandis que Léa coupait du pain, Martin soupira et glissa à Enzo. « Trouver de l'eau, ce serait énorme, mais je suis quand même inquiet. »« Qu'est-ce qui t'angoisse ?» répondit Enzo. « Si vous avez de l'eau, il n'y a plus d'obstacle à vos productions. »« Oh, tu sais, l'eau n'est qu'une partie du problème, » commenta Léa qui revenait avec sa corbeille. « C'est vrai, il y a tout le reste, » compléta Martin. « Les terres produisent difficilement, elles sont saturées pour beaucoup. Les nouvelles maladies. Les butineuses qui nous font défaut à un point qu'on n'avait pas soupçonné. Pour couronner le tout, ça fait 2 ans que les récoltes sont la proie des sauterelles d'Australie. Elles dévorent tout. Pour l'instant, personne ne sait comment enrayer ce fléau. » « Quand tu penses que tout ça a été prévisible. »« Tu en veux à tes parents ?» lui demanda Enzo. « Non, pas directement. Enfin si, quand même un peu. Avec les infos qu'ils détenaient, ils pouvaient faire changer les choses. Tu vois, les parents de Martin avaient déjà une ferme bio depuis de nombreuses années. Moi, c'est aux politiques et aux scientifiques aussi que j'en veux, compléta Martin, amer. Les ingénieurs de toutes parts fournissaient des données alarmantes, mais n'ont pas su ou pas osé extrapoler. Tiens, tout le monde voyait la population mondiale croître. Ils étaient tous d'accord pour reconnaître qu'avec de l'argent utilisé à bon escient, des terres préservées pour l'alimentation, on pourrait nourrir tous les hommes, jusqu'aux 9 milliards d'individus. D'abord, c'était pure hypocrisie. Aucun gouvernement de pays développé n'était prêt à sacrifier des budgets pour la faim dans le monde. Et après, qu'avait-il prévu pour les milliards suivants ? Ils n'ont jamais osé aborder la question des naissances, murmura Léa. Oula ! Malheureuse, sujet tabou. Et quand un sujet fâche ou divise, on préfère l'occulter. Comment pouvait-on réduire la pollution avec toujours plus d'individus sur Terre ? Et puis avec tous leurs calculs, leurs analyses, leurs projections, ils ont oublié un paramètre capital, précisa Enzo. Vu la dégradation climatique, ils auraient dû considérer son impact et anticiper la chute des rendements agricoles et donc les famines à travers le monde. Regarde Enzo, même chez nous, les villes désertes que nous avons traversées, expliqua Léa, c'est arrivé en 2 décennies seulement. Nîmes est devenue sinistre. J'ai entendu dire que Marseille s'était elle aussi vidée d'une grande partie de sa population. Avec l'effondrement économique, tous ceux qui en avaient les moyens sont partis essayer de cultiver un petit lopin de terre pour se nourrir. En réfléchissant, en prenant les bonnes mesures, on aurait pu éviter tellement de drames, conclut Enzo. Martin et Léa approuvèrent avant de revenir à des sujets plus légers. Eau précieuse signifie vaisselle succincte. Léa frotta chaque assiette, verre, couvert avec des feuilles, les rinça sous un filet d'eau et les essuya. Pour capter la fraîcheur matinale, le jeune couple se couchait de bonne heure et se levait vers 4h30. Enzo, éreinté par sa première journée d'aventure, sombra, enveloppé dans son sac de couchage. Alors qu'il lui paraissait avoir juste commencé sa nuit, des voix basses et le bruissement de tissu le réveillèrent. Dans l'obscurité, il distingua Martin qui enfilait des bottes par-dessus sa combinaison de travail. Léa, assise sur une chaise, tenait un bol à la main, une galette dans l'autre. Enzo se souleva sur un bras. « Non, mais vous n'allez pas rester dans le noir quand même. »« Tu dormais. Profite donc de prendre quelques forces supplémentaires. »« Mais non, ça va bien, je suis à fond. » Enzo, s'asseyant sur le bord du divan, ne put réprimer un bâillement et se frotta les yeux. Martin et Léa sourirent. Martin ouvrit la porte, les volets et toutes les fenêtres de la maison. La fraîcheur de la nuit envahit l'espace. Enzo frissonna et enfila son pantalon. « J'ai réfléchi cette nuit entre 2 rêves. Je n'ai aucun impératif si ce n'est celui de me rendre utile quelque part. Alors,
je me demandais, si ça vous intéressait, un coup de main pour réaliser votre forage plus rapidement. »« Tu plaisantes !» exclama Léa les yeux ronds. « T'as vraiment envie de t'installer chez nous ? T'as vu, il n'y a aucun confort. Et je pense que ça va pas être une partie de rigolade de creuser, » ajouta Martin en fronçant les sourcils. « Tu sais, je suis en route pour bosser et rendre service. Alors même si je ne suis pas une force de la nature, j'ai de la volonté. Si c'est dur pour moi, ça le sera encore plus pour Léa, non ? » « Hé, dis donc, tu sais pas de quoi je suis capable ?» s'enflamma Léa amusée. « Il a pas complètement tort, ceci dit, » murmura Martin pensif. « C'est ça, et moi je traite corvée cuisine matin et soir, » ronchonna Léa. « Si tu m'apprends ton art, je te seconderai sans problème, promit Enzo. Mais je vais peut-être vous encombrer ici, dans votre salon. »« Oh, si tu crois qu'on prend le temps de faire salon, moi je vote pour, » décréta Léa. « Moi aussi. » « Alors top là, c'est décidé, je vous quitterai quand l'eau coulera à flot chez vous. »« Bon, avant de sortir Enzo, prends un solide déjeuner. On a coutume de bien manger le matin, on grignote 1 ou 2 galettes en fin de matinée, et puis on dîne le soir. » Enzo s'attabla avec ses nouveaux amis. Alors que le ciel pâlissait, que les étoiles s'éteignaient les unes après les autres, le trio sortit dans la pénombre, Martin portant une lampe à huile. Les 2 premiers jours suffirent à sécuriser le puits existant et la descente. Le chantier bien consolidé, Martin s'engagea dans le trou profond et obscur, armé d'un casque sur la tête, d'une lampe dynamo, d'une petite pioche et d'une pelle. Léa et Enzo, fébriles, se penchaient au-dessus de la cavité profonde d'environ 6 mètres. Quand Martin toucha le fond, il appela. « C'est bon, descendez le seau !» Enzo déroula la longue corde sur la poulie et le seau disparut dans les profondeurs. Instantanément, Martin attaqua. Bientôt, le bruit rythmé des chocs de la pioche dans la terre ponctua le silence. Après quelques minutes, le son changea. Martin chargeait la terre dans le seau, puis il cria « Vous pouvez le remonter !» Là-haut, Enzo réceptionna le seau, le déversa plus loin, tandis que Léa en fixait un deuxième à redescendre. 3 heures plus tard, après moult répétitions de l'opération, Martin se hissa à la surface pour se désaltérer, s'oxygéner, voir la lumière du jour et reprendre quelques forces. Quand son visage émergea, Léa éclata de rire. Enduit de sueur, de terre, de poussière, en un mot méconnaissable, un air incrédule, et l'hilarité gagna Enzo. Le chantier se déroulait dans la bonne humeur. Il se relayait au fond du puits. Enzo enchaîna l'après-midi, suivi de Léa en fin de journée. Le bilan de la première journée s'avéra maigre. Un volume de terre remonté, amoncelé en un temps respectable, pour seulement quelques décimètres gagnés. Leurs muscles endoloris exprimaient bien davantage leur souffrance le lendemain matin. Pourtant, sans rechigner, tout le monde assura son poste avec un objectif clair à l'esprit, celui d'en finir au plus vite. Les journées se suivaient, le rythme s'accélérait, les organismes se forgeaient à ce nouveau travail, et les corps ne se plaignaient plus. Quand ils avaient suffisamment creusé, ils consolidaient les parois avec des poutres en bois, afin d'échapper à l'enfouissement fatal. Soudain, au 31e jour d'un travail acharné, après avoir transpercé des couches de roches et de glaise, le sous-sol s'ameublit, détrempé. Le travail gagnait encore en difficulté et pénibilité, les 2 pieds dans la boue. Une sorte d'ivresse animait désormais le trio, qui se relayait plus souvent pour conserver la cadence. Ils creusèrent encore, puis l'eau s'éleva dans le puits. Martin, au fond ce jour-là, positionna contre la paroi une baguette en acier gradué, scellant la fin du chantier. Le lendemain, avec impatience, c'est Enzo qui releva le niveau. 1,80 m. Pour le trio, la récompense tombait. Une telle quantité d'eau leur promettait une vie confortable, des récoltes acceptables. Ils ignoraient encore le degré de renouvellement de cette eau. Avec le temps, ils apprécieraient. Quelques jours de décantation et Martin appliqua les notions de chimiste de son cursus. Il préleva un échantillon d'eau qu'il examina attentivement. Il se livra ensuite à quelques expériences élémentaires lui permettant de mesurer l'acidité, la toxicité de l'eau recueillie. Les résultats donnaient une eau douce, de bonne qualité. Sans aucune visibilité sur les teneurs en pesticides et métaux lourds, il l'utiliserait pour les cultures et les soins du corps.
Il réserverait l'eau de pluie pour la boisson et la cuisine. Enzo, à milieu de la réalité, suggéra la réalisation de bassins végétalisés pour filtrer l'eau. Mais Martin releva l'idée car trop consommatrice. À elle seule, l'évaporation anéantirait 30% du pompage et personne ne connaissait l'ampleur de la nappe phréatique. Ayant creusé près de 8 mètres, il ne parviendrait pas à forer davantage sans équipement perfectionné, introuvable ou hors de prix. Occupant son temps avant le grand départ, Enzo inspecta toute l'installation photovoltaïque de ses amis et sécurisa les branchements hasardeux ou dégradés par les intempéries. Ensuite, il s'attela au projet qui l'obsédait depuis déjà quelque temps. Il accompagna Léa et Martin à Nîmes, il régularisa ses vaccins, puis visita une quincaillerie. Il y dénicha avec quelques difficultés une plaque d'alu un peu cabossée et une autre de verre. De retour au domaine, il s'affaira dans la remise. Ses amis, intrigués, écoutèrent avec une curiosité grandissante sa activité, la scie, le marteau. Enzo leur présenta sa surprise. Un four solaire. Habillant un coffre en bois de vieux journaux pour l'isoler, il avait encastré la plaque d'alu, pliée aux dimensions de la caisse, et en guise de couvercle, le verre venait apporter son pouvoir chauffant par absorption des rayons solaires. Devant une Léa émerveillée, Martin avoua y penser depuis longtemps, sans oser se lancer, encore hésitant sur le principe. Le lendemain, Léa s'aventura dans la cuisson inédite d'un gâteau. Enzo profita de cet instant de communion pour leur rappeler que son escale s'achevait et qu'il allait reprendre sa route. Une vague de tristesse les enveloppa, chacun conscient que leur chemin se séparait à jamais. Après des remerciements réciproques, des recommandations sincères, quelques larmes, Enzo se retrouva à nouveau seul avec des sacs et les coordonnées confiées par Léa d'une amie, Alice, à contacter en arrivant à Marseille. Il était riche d'une première véritable expérience humaine. À Nîmes, où ses amis l'avaient déposé, Enzo hélait vainement les quelques véhicules en direction de la Méditerranée. La chaleur, la poussière rendaient l'attente particulièrement éprouvante. Les occupants des voitures le dévisageaient souvent avec méfiance. Enfin, après quelques heures d'attente, durant lesquelles Enzo progressait lentement entre ses deux grands sacs, une camionnette stoppa à sa hauteur. Un jeune homme de type nord-africain lui proposa d'embarquer. Le garçon, Rachid, accepta de le conduire jusqu'à Marseille. Enzo jubilait. Parti de chez lui depuis maintenant 2 mois, il atteignait enfin son premier objectif. Cette dernière étape s'avéra mouvementée. Rachid et Enzo discutaient tranquillement de leur parcours respectifs, Rachid expliquant la difficulté d'être mécanicien dans le contexte actuel. Soudain, il donna un puissant coup de frein au sortir d'un virage. Dans un crissement sonore et grinçant, la camionnette stoppa net derrière un vieux tracteur immobilisé sur la chaussée. À peine remis de leurs émotions, Rachid s'apprêtait à descendre de sa camionnette quand il se figea. Retenant Enzo d'une main, il referma sa portière en criant « Ferme le loquet, vite !» Enzo, interdit, reprit ses esprits et s'exécuta alors qu'il découvrait, pétrifié, des visages sortis de nulle part et qui encerclaient le véhicule. Des hommes, des femmes, des enfants, 80, peut-être 100 à la mine déterminée, armés de bâtons, de chaînes rouillées. « Mais que nous veulent-ils » marmonna Enzo angoissé. « Ils nous veulent, nous, et tout ce que nous possédons, mais on va pas se laisser faire » rugit Rachid en enclenchant la marche arrière. Les bâtons s'abattaient déjà sur la vitre arrière, qui explosa dans une pluie de cristaux de verre. Rachid recula violemment. Il percuta quelque chose, mais ne s'arrêta pas. Ils sentirent le véhicule enjamber un obstacle. Des cris sauvages, des cris de guerre retentissaient de toutes parts. Une horde en colère se rua à la poursuite des fugitifs. Profitant d'un espace dégagé, Rachid braqua brutalement son volant en vue d'un demi-tour. La camionnette chancela, faillit verser. Enzo s'agrippait de toute la force de ses 2 mains à la poignée du plafond. Le véhicule se stabilisa et s'immobilisa. Rachid, appuyant à fond sur la pédale d'embrayage, passa la première. Le groupe hystérique, déjà massé autour de ses gosillait, plus menaçant que jamais. Les coups pleuvaient sur la pauvre carrosserie, maigre carapace contre une fureur exacerbée. La vitre d'Enzo vola en éclats, lui laissant tout juste le temps de détourner la tête pour éviter le coup de massue. Des fragments de verre sur le visage et dans les cheveux,
Il se débattait maintenant contre les mains et les poings qui, frappant à l'aveuglette, tentaient d'agripper une prise à l'intérieur. Il se retourna, l'espace d'une seconde, vers Rachid. « Mais démarre! Qu'est-ce que tu attends ?» « La vitesse ne passe pas, riposta Rachid, paniqué. Dans un effort désespéré, Enzo joignit sa poigne à la sienne. Ensemble, ils forcèrent le levier de vitesse. La boîte hurla sa révolte, mais céda à leur assaut. Dans un bond, la camionnette décolla, bousculant ceux qui s'attaquaient maintenant au pare-brise. Plus résolu que jamais, le visage fermé, Rachid se contenta d'accélérer autant que voulait bien le moteur fatigué de son engin. Un homme s'accrochait par la fenêtre d'Enzo. Un autre, passant son bras par la lunette arrière, tentait l'ouverture d'une porte par l'intérieur. Alors qu'Enzo frappait sans discernement avec la seule rage de la terreur, Rachid effectuait de dangereux zigzags sur la route afin de les déstabiliser. Enfin, les deux poursuivants capitulèrent, vaincus, et lâchèrent leur proie. Rachid continua sa course à vive allure. Il souhaitait creuser la distance entre eux et leurs agresseurs. À ses côtés, blême, pétrifié, Enzo tremblait de tous ses membres. Après quelques kilomètres et un silence pesant, encore frissonnant, il s'emporta. « Enfin, Rachid, mais qu'est-ce qu'ils nous voulaient? Tu les connais? Tu leur as fait quoi? Pourquoi étaient-ils si violents? Ils voulaient notre peau. Pourquoi ne les as-tu pas écoutés avant de foncer sur eux? T'en as écrasé un. » On a assisté à la même scène ou quoi? Tu te serais vu discuter avec ces gens? Non, je ne les connais pas, mais leurs intentions étaient tout ce qu'il y a de plus clair. Si tu penses qu'ils voulaient juste te demander du feu, je te laisse les rejoindre. Rachid ralentit la camionnette et se gara sur le bord de la route. Je viens de te sauver la vie et je n'ai droit qu'à des reproches. Il vaut peut-être mieux que tu descendes là. Attends, s'excusa Enzo. Pardonne-moi, tu as raison. Mais je ne suis pas habitué à un tel déferlement d'agressivité. Et toi, tu as semblé tout de suite comprendre ce qui se passait. Effectivement, j'ai déjà entendu parler de ces détrousseurs des temps modernes. Quand j'ai compris qu'ils bloquaient la route, quand j'ai vu leur nombre, la détermination dans leurs yeux, j'ai pas hésité. Mais il y avait des enfants. Ce sont des micro-sociétés à part entière. Les femmes et les enfants doivent contribuer comme les autres. Ces gens n'ont aucune place pour l'émotion ou les sentiments. Seul l'intérêt de la communauté prédomine. Mais s'ils avaient vu que nous n'avions rien, ils nous auraient peut-être laissés, suggéra Enzo. Qu'est-ce que tu appelles rien? Pas d'argent, pas de valeur, pas de vivre, rien de particulier, quoi. Tu es naïf. Pour eux, ma camionnette, c'est une énorme richesse, comme pour moi. Tout ce qu'il y a dedans, ils en ont besoin. Mes outils, mon matériel. Dans tes sacs, ils auraient été ravis de trouver des fringues, des accessoires de toilette et que sais-je de ce que tu transportes. Ensuite, il reste encore nous, 2 adultes dans la force de l'âge. Qu'est-ce que tu veux dire, fit Enzo incrédule? Qu'aurait-il fait de nous? À ce que j'ai entendu dire, l'esclavage revient à la mode. Ils t'utilisent autant que possible pour les sales besognes, travailler la terre, faire les gros travaux. Comme le pétrole est hors de prix, il faut une autre source d'énergie, l'homme en est une. Alors tu peux te retrouver à pédaler pour fournir une dynamo jusqu'à épuisement de tes forces, ou pousser une roue à moudre, du grain, que sais-je. Tout ça sans la moindre compensation. Si tu plies et te soumets aux règles, tu as une chance de devenir membre de leur communauté. Tu devras faire tes preuves et apporter ta contribution, sinon, ils t'épuisent ou t'éliminent, ils sont très pauvres, alors ils ne vont pas te nourrir des prisonniers. Mais l'État laisse faire. Que peut-il faire? Répondit Rachid. Ces communautés sont de plus en plus nombreuses, violentes, armées et dissimulées dans les collines. Pour les éradiquer, il faudrait plusieurs bataillons d'armée. Enzo, pensif, ne parvenait pas à oublier les visages des assaillants. Comment le manque de tout avait pu rendre des humains, des citoyens, des individus comme lui, sauvages, violents, poussant la barbarie à son paroxysme. En arrivant à Marseille, Rachid déposa Enzo à proximité de la gare. Enzo serra chaleureusement Rachid dans ses bras, le remerciant à nouveau pour le voyage et son courage. Rachid, un peu ému, agita la main en guise de désintéressement et remonta dans sa camionnette. Enzo fixa tristement l'estafette cabossée aux vitres défoncées jusqu'à l'angle de la rue où elle disparut.